Voilà le premier combat livré et perdu, dit Martin à son miroir, 10 jours après. Mais il y en aura un second et un troisième et ainsi de suite à moins que... Il interrompit sa phrase pour jeter un regard à sa pauvre petite chambre. Ses yeux s'arrêtèrent tristement sur la pile de manuscrits refusés qui, dans leurs longues enveloppes, encombraient un coin du plancher. Il ne pouvait plus se payer de timbre pour les réexpédier et depuis une semaine, la pile montait de plus en plus. Demain, il en reviendrait d'autres et après-demain et le jour suivant, en attendant le retour du dernier. Il devait 1 mois de machine à écrire, ayant tout juste de quoi payer sa semaine de pension et les frais de l'agence de placement. Il s'assit et regarda pensivement la table. Elle était maculée de taches d'encre. Cette vue l'attendrit. Chère vieille table, dit-il, j'ai passé avec toi de bonnes heures et somme toute, tu t'es montré une vraie amie. Tu n'as jamais regimbé, tu ne m'as jamais refusé de copie, tu ne t'es jamais plainte de surmenage. Ses bras s'abattirent sur la table et il y ensevelit son visage. Sa gorge contractée lui faisait mal, et il ne pouvait pleurer. Cela lui rappela sa première bagarre quand il avait 6 ans. Son adversaire de 2 ans plus âgé l'avait battu, rossé jusqu'à n'en plus pouvoir, mais lui, pleurant toutes les larmes de ses yeux, tapait toujours de toute la rage de ses petits poings. Il vit le cercle d'enfants autour d'eux qui poussaient des hurlements de sauvages quand il tomba enfin presque évanoui, saignant du nez, des yeux ruisselants de larmes. Pauvre môme, murmura-t-il. Aujourd'hui, tu t'es sérieusement fait battre. Tu es réduit en bouillie. Tu es fini, liquidé. Le souvenir de cette première bagarre s'évanouit, et d'autres souvenirs apparurent, ceux des batailles qui avaient suivi. 6 mois après, Tête de Fromage, c'était le nom du garçon, l'avait battu de nouveau. Mais cette fois, Martin lui avait poché un œil. Et cela avait continué ainsi, lui toujours battu, Tête de Fromage, toujours triomphant. Mais jamais il ne s'était enfui, et ce souvenir le réconforta. Chaque fois, il avait encaissé bravement, malgré la méchanceté implacable de Tête de Fromage, qui pas une fois ne l'avait épargné. Mais il ne s'était jamais dégonflé. Puis il vit une impasse étroite entre des maisons délabrées. L'impasse était close par une construction en briques d'un étage, d'où sortait le vacarme rythmé des rotatives, imprimant la première édition de l'Enquirer. Il avait 11 ans, Tête de Fromage 13, tous deux vendaient l'Enquirer, et ils étaient là, attendant leur ballot. Bien entendu, Tête de Fromage lui était encore tombé dessus, mais le résultat de la bagarre fut incertain, car à 4h moins un quart, les portes de l'imprimerie furent ouvertes, et tout le troupeau de gosses se précipita pour plier les journaux. Demain, je te rosserai, promit Tête de Fromage. Il entendit sa propre voix, aiguë et tremblante de larmes contenues, assuré qu'il serait au rendez-vous le lendemain. Et le jour suivant, il s'était dépêché de sortir de l'école pour être en avance de 2 minutes sur Tête de Fromage. Les autres garçons l'encouragèrent, l'accablèrent de conseils, et, lui montrant ses erreurs de la veille, lui promirent la victoire s'il suivait leurs instructions. Ils donnèrent ensuite les mêmes conseils à Tête de Fromage, d'ailleurs, et cette bataille les transporta de joie. Il leur enviait certes aujourd'hui le spectacle inénarrable que lui et Tête de Fromage avaient dû leur offrir. Le combat continua sans arrêt, pendant 30 minutes, jusqu'à l'ouverture des portes de l'imprimerie. Il se vit, tout jeune écolier, quittant journellement la classe pour galoper à l'Enquirer. Courbaturé, contusionné par ces batailles incessantes, il ne courait pas très vite. Ses bras étaient marbrés des coups qu'il avait reçus, et même à certains endroits les meurtrissures s'envenimaient. Il souffrait de la tête, du bas des reins, son cerveau alourdi tourbillonnait de vertige. Il ne jouait plus aux récréations et ne travaillait pas davantage. Même de rester tranquillement assis à son pupitre était une véritable torture. Il vivait dans un perpétuel cauchemar dont il n'entrevoyait pas la fin. Pourquoi ne pouvait-il pas rosser Tête de Fromage à son tour, se demandait-il souvent. Ses misères seraient alors terminées. Il ne lui venait pas à l'esprit d'en rester là, en se laissant fouetter une bonne fois par Tête de Fromage sans riposter. Et tous les jours, il se traînait jusqu'à l'impasse du journal, éreinté, dégoûté, mais éternellement patient, pour affronter son ennemi, qui tout aussi éreinté que lui aurait certes accepté la paix, sans toute la bande de gamins, devant lesquels il convenait d'afficher de l'orgueil. Un après-midi, après 20 minutes de lutte acharnée en vue d'un knock-out définitif, combat mené selon les lois sévères qui défendaient les coups de pied, les coups bas et les coups sur l'adversaire à terre, Tête de Fromage haletant, titubant, proposa à Martin d'être quitte. Et Martin, la tête dans ses mains, se revit, chancelant, haletant, étouffé par le sang ruisselant de sa lèvre fendue et qu'il avalait. Il s'avançait en titubant sur Tête de Fromage, crachait une gorgée de sang pour pouvoir lui parler, et lui criait qu'il ne serait jamais quitte, même si Tête de Fromage cédait. Tête de Fromage ne céda pas, et la bataille continua. Le lendemain, le surlendemain, les jours suivants vinrent se renouveler la bagarre quotidienne. Au moment où il se mettait en garde, ses bras lui faisaient un mal affreux et les premiers coups donnés ou reçus lui arrachaient les entrailles. Puis la douleur s'engourdissait et il tapait comme un sourd, apercevant comme à travers un brouillard la large face et les yeux flamboyants de Tête de Fromage. Il ne voyait que cette face, tout le reste n'était que du vide tourbillonnant. Rien n'existait plus pour lui que cette face. Il ne connaîtrait le repos, le divin repos, que lorsque ses poings sanglants auraient réduit en bouillie cette face, ou lorsque les poings sanglants de l'autre l'auraient lui-même réduit en bouillie. Alors seulement il se reposerait de toute façon. Mais abandonner la partie, lui, Martin, impossible. Et voilà qu'un beau jour, Martin s'était traîné jusqu'à l'impasse, Tête de Fromage ne vint pas. Les gamins le complimentèrent et lui annoncèrent qu'il avait battu Tête de Fromage. Mais Martin n'était pas satisfait. Il n'avait pas battu Tête de Fromage, pas plus que celui-là ne l'avait battu. Le problème n'était pas résolu. On apprit plus tard que le père de Tête de Fromage était mort, subitement ce jour-là. Martin saute quelques années et se voit un soir au paradis, à l'auditorium.
Il a 17 ans et revient de naviguer. Une rixe éclate. Martin s'interpose et se trouve face à face avec Tête de Fromage, dont les yeux flamboient. « Je te ferai ton affaire après le spectacle », siffle son ancien ennemi. Martin acquiesce d'un signe. Le videur du paradis se dirige de leur côté. Après le premier acte, dehors, chuchote Martin, l'air très intéressé par ce qui se passe sur la scène. Le videur les foudroie du regard et s'en va. « As-tu des seconds ?» demande Martin à Tête de Fromage à l'entracte. « Bien sûr. Alors je vais m'en procurer aussi. » Pendant les entractes, il rassemble ses seconds, 3 individus qu'il a connus à la fabrique de clous, un chauffeur de locomotive, une demi-douzaine de types de la bande des Boogang, et quelques-uns de sa terrible bande, des 18 des Halles. Après le théâtre, les 2 bandes marchèrent sans avoir l'air de rien, de chaque côté de la rue, puis se réunirent dans un coin tranquille et tinrent conseil. « Le pont de la 8e rue sera le lieu de la rencontre, » déclara un rouquin de la clique de Tête de Fromage. « On se battra au milieu, en pleine lumière, et si un flic s'amène, on se taille soit d'un côté, soit de l'autre. »« Ça me va, » dit Martin après avoir consulté les chefs de sa clique. Le pont de la 8e rue, qui traverse un bras de l'estuaire de San Antonio, est très long. Aux 2 extrémités et au milieu, il y a des lampadaires. Impossible à un agent d'approcher sans être vu. C'est un bon coin pour la bagarre qu'évoque à présent Martin. Il voit les 2 bandes, silencieuses, menaçantes, gardant strictement leur distance et soutenant leurs champions respectifs. Tête de Fromage et lui se déshabillent. Des sentinelles sont placées non loin pour surveiller les 2 extrémités du pont. Un des Boogang tient le veston de Martin, sa chemise et sa casquette, prêt à les emporter au galop si la police intervint. Martin s'avance au centre du ring, face à Tête de Fromage, et levant la main, il lance son avertissement final. « On se serre pas la pogne, compris ? L'un de nous y restera. » Tête de Fromage hésite. Martin le voit, mais devant les 2 clics, son orgueil d'autrefois l'emporte. « Allons-y, répond-il, arrête ton baratin, tu veux ? Je suis sûr de t'avoir. » Alors, comme 2 jeunes taureaux, ils bondissent l'un vers l'autre, les poings nus, de toute l'ardeur de leur haine, de tout leur désir de détruire, de tuer. Que sont devenus les milliers d'années de civilisation et de nobles aspirations ? Il ne reste plus que la lumière électrique pour marquer le chemin parcouru par la grande aventure humaine. Martin et Tête de Fromage sont redevenus 2 sauvages de l'âge de pierre. Ils sont redescendus au plus profond des abîmes limoneux, dans la fange primordiale, et ils luttent aveuglément, instinctivement comme lutte la poussière d'étoiles, comme lutteront les atomes de l'univers, éternellement. Bon Dieu, nous n'étions que des bêtes, de sombres brutes, murmure Martin, qui suit toujours, comme à travers un kaléidoscope, les péripéties de sa bataille d'antan. En même temps spectateur et acteur, l'être cultivé et raffiné qu'il est devenu frissonne de dégoût à ce spectacle. Puis le présent s'efface, les fantômes du temps passé le possèdent, et il n'y a plus que Martin Eden, 17 ans, qui combat Tête de Fromage sur le pont de la 18 rue. Il souffre, il cogne, il sue, il saigne, et il exulte quand ses poings nus frappent juste. Pareil à 2 tourbillons de haine, ils s'entremêlent furieusement. Le temps passe, et les 2 bandes adverses se taisent. Ils n'ont jamais senti semblable intensité dans la férocité, et en sont frappés d'une sorte de respect. Ces 2 brutes leur sont supérieurs. La première vague de jeunesse et l'excellence de leurs conditions se sont usées. Ils luttent plus prudemment, avec plus de mesure. Jusqu'à présent, la partie est égale. Ça casse vraiment rien, ce combat, entend dire Martin. À ce moment-là, il suit une feinte du droit et du gauche, subit la riposte féroce et sent sa joue s'ouvrir jusqu'à l'os. Ce n'est pas qu'avec le poing nu qu'on fait ça. Des murmures effarés se font entendre. Il ruisselle de sang, mais ne dit rien. Son cœur est lourd car il apprend la ruse basse, la sournoise vilainie de ses pareils. Il attend, il guette, feint une attaque foudroyante, et s'arrête à mi-chemin. Il a vu luire un éclair de métal. « Montre-moi » hurle-t-il. « Qu'est-ce que c'est ça que tu tiens dans la main ?» Les 2 bandes se précipitent, grognant et grondant. Dans une seconde, cela va devenir une bataille générale et il sera privé de sa vengeance. Il est hors de lui. « Arrière, vous autres » rugit-il, la voix rauque. « Compris ? Arrière, nom de Dieu !» Il recule. Ce sont des brutes, mais il est la super brute. Un être terrible qui les domine de toute sa puissance. « C'est mon affaire à moi, je défends qu'on s'en mêle. Toi, donne-moi ça. » Tête de Fromage, refroidi et vaguement inquiet, tend son coup de poing américain. « Le rouquin, c'est toi qui lui as passé tout à l'heure, » continue Martin en balançant l'arme à l'eau. « Je t'ai vu le glisser derrière lui, et je me demandais ce que tu faisais là. Si tu recommences, je t'ai tripe, compris ?» Ils reprennent le combat, éreintés à demi-mort. Enfin, le public de brutes, saturé de sang, les prie impartialement d'arrêter. La Tête de Fromage, prêt à mourir à terre ou debout, un Tête de Fromage monstrueux, méconnaissable, hésite, mais Martin bondit et cogne toujours. Quelques minutes passent, qui lui paraissent durer un siècle, pendant lesquelles Tête de Fromage faiblit visiblement. Soudain, au milieu d'un corps à corps, un craquement sec se fait entendre, et le bras droit de Martin retombe mou à son côté. C'est une fracture. Tous le comprennent, et Tête de Fromage, bondissant comme un tigre, précipite ses coups. Les seconds de Martin veulent s'interposer, mais Martin, abruti par cette avalanche terrible, les repousse en les insultant et sanglote tout haut son impuissance et son désespoir. De sa main gauche à présent il frappe, à demi inconscient, et il entend comme venant de très loin les murmures de frayeur et une voix tremblante qui dit « C'est plus de la lutte les gars, c'est un meurtre, faut arrêter ça !» Mais on laisse faire, et il en est content. Il frappe plus mollement,
mais sans arrêt, de son unique bras, sur la chose sanglante en face de lui. Ce n'est plus une figure, mais une vision horrible sans nom, vacillant, trébuchant devant ses yeux papillotants, et qui ne veut pas disparaître. Et il frappe toujours de plus en plus faiblement, avec le peu de vitalité qui lui reste, et il lui semble que des siècles passent et que ça ne finira jamais. Quand tout à coup il se rend vaguement compte que la chose innommable s'affaisse doucement, tombe sur le parapet du pont. L'instant d'après, tenant à peine sur ses jambes flageolantes, il se penche au-dessus de la forme écroulée, et dit d'une voix qu'il ne reconnaît pas. T'en veux encore, dit? T'en veux encore? Il répète indéfiniment ces mots. Il le conjure, menaçant, de lui répondre s'il en veut encore. Enfin, ses camarades lui tapent amicalement dans le dos et s'efforcent de lui mettre son veston. Puis une vague d'obscurité et d'oubli le submerge. Comme alors, Martin Eden, le visage enseveli dans ses mains, n'entend plus rien, ne pense plus à rien. Il a revécu avec tant d'intensité l'effroyable scène d'autrefois qu'il a perdu connaissance. Comme alors. Une longue minute, tout n'est en lui qu'oubli, obscurité. Puis, comme un homme qui se réveille d'entre les morts, il bondit sur ses pieds, les yeux étincelants, le visage ruisselant de sueur, en hurlant. « Je t'ai rossé, tête de fromage! Ça m'a pris 11 ans, mais je t'ai rossé !» Ses genoux se dérobaient sous lui et il retomba assis sur son lit. Encore mal réveillé, il regarda autour de lui, perplexe, en se demandant où il était. Enfin, son œil rencontra la pile de manuscrits entassés dans un coin. Alors il reprit pied dans le présent, se souvint des livres qu'il avait lus et des richesses infinies qu'il y avait puisées, de ses rêves, de ses ambitions. Il se souvint de son amour pour une pâle fleur de serre, sensitive, irréelle, qui mourrait d'horreur si elle assistait, ne serait-ce qu'une seconde, à la scène qu'il venait de revivre, si elle vivait une seule seconde dans la boue d'où il était évadé. Il se leva et fut à son miroir. « Ainsi tu es sorti de la boue, Martin Eden, dit-il solennellement. Tu as baigné tes yeux de divine clarté, et en t'élevant jusqu'aux étoiles, tu as tué le serpent et le tigre, pour conquérir le plus grand trésor qui soit. » Il se regarda plus attentivement, et se mit à rire. « Un peu de folie et pas mal de mélodrame, hein, dit-il. Ça fait rien. Tu as rossé tête de fromage et tu rosseras bien les éditeurs, même si ça te prend 11 ans. Tu ne peux pas t'arrêter là, il faut continuer. C'est une lutte sans merci, tu sais. » La sonnerie du réveil arracha brusquement Martin au sommeil. Bien que dormant profondément, il se réveilla instantanément, comme les chats, et tout joyeux que ces 5 heures d'inconscience soient passées. Avant même que la pendule ait terminé son vacarme, sa tête était plongée dans la cuvette et il s'ébrouait sous la morsure de l'eau glacée. Mais ce jour-là, il ne suivit pas son programme habituel. Aucune histoire inachevée ne l'attendait. Aucun nouveau poème ne demandait la suprême retouche. Ses études l'avaient mené tard et l'heure du déjeuner approchait. Il essaya de lire un chapitre de Fiske, mais son cerveau s'énervait et il ferma le livre. Aujourd'hui commençait une nouvelle bataille, et pour quelque temps, la littérature serait supprimée. La tristesse qu'il en ressentit fut semblable à celle qu'on éprouve en quittant famille et foyer. Il regarda la pile de manuscrits. Il allait quitter ces pitoyables enfants déshonorés dont personne ne voulait. Il s'approcha d'eux et se mit à les feuilleter, relisant de ci de là ses passages favoris. Il relut même la marmite tout haut, ainsi que l'aventure. La joie, son dernier né de la veille qu'il avait jeté dans le coin, dans sa rage de n'avoir plus de timbre, le transporta d'aise. « Je comprends pas, murmura-t-il. Ou bien ce sont les éditeurs qui ne comprennent pas. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Sans compter que ce qu'il publie devient pire tous les mois, presque tout est mauvais. » Après le petit déjeuner, il mit la machine à écrire dans la boîte et la porta à Auckland. « Je vous dois 1 mois, dit-il à l'employé. Mais vous direz au patron que je vais travailler, que dans 1 mois environ je serai revenu et remis à flot. » Il prit le transborder pour San Francisco et s'enfuit à l'agence de placement. « N'importe quoi excepté du commerce, dit-il à l'agent. Il fut aussitôt interrompu par un nouveau venu, habillé avec la recherche affectée de certains ouvriers attirés d'instinct par l'élégance. L'agent secoua la tête. « Rien qui puisse aller, hein, dit l'autre. Y a pas à dire, faut que je trouve quelqu'un aujourd'hui. » S'étant retourné, il vit Martin et Martin à son tour le dévisagea. L'individu, frêle et beau, avait un visage pâle, bouffi. On sentait qu'il venait de faire une fête à tout casser. « Vous cherchez un emploi ?» interrogea-t-il. « Qu'est-ce que vous savez faire ?»« Les plus durs ouvrages. Je sais aussi naviguer, écrire à la machine, monter à cheval. Je peux faire n'importe quoi et me mettre à tout, » répondit Martin. L'autre hocha la tête. « Ça m'irait. Je m'appelle Dawson, Joe Dawson. Je cherche un blanchisseur. » « C'est trop dur pour moi. » Martin, amusé, se vit repassant des dessous de femme, mais comme l'autre lui plaisait, il ajouta. « Je saurais à la rigueur faire le blanchissage de gros. Sur mer, j'ai appris. » Joe Dawson réfléchit un instant. « Attendez, on va voir si on peut s'arranger. Vous écoutez ?» Martin fit signe que oui. « C'est une petite blanchisserie à la campagne, à Shelley Hot Springs. L'hôtel, vous voyez. 2 hommes pour le travail, un patron et un employé. C'est moi le patron. Vous ne travaillerez pas pour moi, mais sous mes ordres. Ça vous irait ?» Martin se tut. La perspective le tentait. Quelques mois de ce boulot, assez de temps pour étudier. Il pourrait travailler dur, étudier dur. Bonne nourriture et une chambre à vous. Une chambre à lui, où il pourrait brûler sa lampe jusqu'à minuit. L'affaire fut décidée.
Mais un travail d'enfer, ajouta l'autre. Martin caressa ses biceps saillants d'un geste significatif. Alors écoutez. Joe porta la main à sa tête. J'ai la tête en compote. J'y vois à peine. Hier soir j'ai fait la foire. Une foire carabinée. Voilà l'affaire. Pour 2, les gages sont de $100, logis et nourris. J'en touche 60 et mon aide 40. Mais vous êtes novice, il faudra que je vous apprenne et au début c'est surtout moi qui travaillerai. Supposons que vous commenciez à 30. Parole, dès que vous serez à la cool, vous aurez vos $40. Ça va, répondit Martin en lui tendant la main que l'autre serra. Pas d'avance pour le billet de chemin de fer et les extras? Je l'ai bu, dit tristement Joe avec un geste expressif. Tout ce qui me reste c'est mon billet de retour. Moi je serai fauché quand ma pension sera payée. Ne la payez pas. Impossible, c'est à ma sœur que je la dois. Joe émit un long sifflement perplexe et parut se creuser la cervelle. Elle a encore de quoi boire pour 2, dit-il. Bon allez, venez, on trouvera peut-être une idée. Martin déclina l'invitation. Vous ne buvez que de l'eau? Martin fit signe que oui, et Joe gémit. Ah, je voudrais bien aussi. Mais je peux pas, fut-il d'un air désespéré. Quand j'ai travaillé comme un forcené toute la semaine, il faut que je me cuite. Si je ne me cuitais pas, je couperais la gorge et je mettrais le feu à la baraque. Mais je suis content que vous buviez de l'eau. Continuez. Martin, malgré l'énorme gouffre qui le séparait de cet homme, gouffre que les livres avaient creusé, n'éprouvait aucune difficulté à se remettre à son niveau. Toute sa vie, il avait vécu dans la classe ouvrière et l'esprit de camaraderie du travail était chez lui une seconde nature. Il trancha le problème du voyage trop ardu pour la migraine de l'autre. Avec le billet de Joe, il expédierait sa malle à Chilliot Springs et irait à bicyclette. C'était à 75 km environ. En partant le dimanche, il serait au travail le lundi matin. En attendant, il allait rentrer faire ses paquets. Pas d'adieu à faire. Ruth et sa famille passaient l'été dans la Sierra, au lac Tahoe. Le dimanche soir, il arriva à Shelly Hot Springs, las et poussiéreux, et fut reçu à bras ouverts par Joe. Une serviette mouillée autour de sa tête malade, il sortait du travail. Le linge de la semaine dernière s'est amoncelé pendant que j'étais allé te chercher et j'ai dû travailler sans arrêt, expliqua-t-il. Ta malle est arrivée sans encombre, elle est dans ta chambre. Mais t'as du toupet d'appeler ça une malle. Qu'est-ce qu'il y a dedans, là? Des lingots d'or? Il s'assit sur le lit tandis que Martin déballait. La malle n'était autre qu'une vieille caisse à provisions que M. Higginbotham lui avait cédée, moyennant un $2. 2 poignées de corde, fixées par Martin, l'avaient transformée en malle. Joe, les yeux ronds, en vit extraire un peu de linge, quelques ustensiles de toilette, et puis des livres et encore des livres. Y en a comme ça jusqu'au fond? Interrogea-t-il. Martin fit signe que oui, et continua à ranger ses livres sur la table de la cuisine qui servait de lavabo. Zut alors, s'écria Joe. Puis il réfléchit longuement et déclara enfin. Dis donc, les filles, ça doit pas t'intéresser beaucoup? Non, répondit Martin. Avant de me mettre à la lecture, je cavalais pas mal, mais depuis je n'ai pas le temps. Ben ici, tu ne l'auras pas non plus. Tout ce qu'on peut faire ici, c'est travailler et dormir. Martin pensa à ses 5 heures de sommeil par nuit et sourit. Sa chambre était au-dessus de la blanchisserie, dans le même bâtiment que la machine qui pompait l'eau, produisait l'électricité et faisait marcher la lessiveuse. Le mécanicien qui habitait la chambre voisine vint faire la connaissance du nouvel employé et aida Martin à placer une ampoule électrique au bout d'un fil assez long pour pouvoir aller de la table au lit. Le lendemain, Martin fut arraché de son lit à 6h moins le quart et stupéfia Joe en prenant une douche froide. « Ben mon vieux, t'es réchauffé ?» déclara-t-il quand ils s'assirent pour déjeuner à un coin de la table dans la cuisine de l'hôtel. Il y avait aussi le mécanicien, le jardinier, son aide et 2 ou 3 palefreniers. Ils mangèrent vite, d'un air renfrogné, silencieusement, et Martin, en les écoutant, se rendit compte combien ils s'étaient éloignés d'eux. Leur basse mentalité le déprima, et dès qu'il eut avalé son petit déjeuner, il se leva et soupira d'aise, en fermant derrière lui la porte de la cuisine. La petite blanchisserie à vapeur était parfaitement organisée. Les machines les plus modernes y faisaient tout ce qu'il est possible de faire pour des machines. Martin, après quelques indications, tria les grands tas de linge sale, tandis que Joe mettait la lessiveuse en train et préparait des provisions nouvelles de savon mou, dont la composition chimique l'obligeait à se garantir le nez, la bouche et les yeux avec des serviettes, ce qui le faisait ressembler à une momie. Une fois le triage fini, Martin l'aida à tordre le linge en le plongeant dans une rotative, qui à raison de quelques milliers de tours à la minute en exprimait l'eau. Puis Martin alterna entre le séchoir et le tordeur, en secouant entre-temps les bas et les chaussettes. À la fin de l'après-midi, Joe les passant et Martin les empilant, ils ajustèrent bas et chaussettes sur le cylindre pendant que les fers chauffaient. Puis ce fut du repassage de linge de corps jusqu'à 6h. À ce moment-là, Joe hocha la tête d'un air dubitatif. « On est à la bourre, dit-il. Faudra travailler après dîner. » Donc, après dîner, ils travaillèrent jusqu'à 10h, sous l'aveuglante électricité, et repassèrent jusqu'à la dernière chemise. Ils plièrent ensuite le tout dans une autre salle. C'était une chaude nuit californienne, et malgré les fenêtres grandes ouvertes, la pièce, avec son four noir passé chauffé à blanc, était une vraie fournaise. Martin et Joe, en gilet de corps, transpiraient et suffoquaient. « Ça ressemble à l'arrimage d'une cargaison sous les tropiques, » dit Martin quand ils remontèrent chez eux. « Tu feras l'affaire, répondit Joe. Tu n'es pas un tir au flanc. Si tu continues, t'auras tes $40 dès le mois prochain. Mais me raconte pas que t'as jamais repassé, je suis pas idiot. » « Parole! J'ai jamais repassé, même pas un mouchoir, rassura Martin.
Il fut surpris d'être aussi fatigué en rentrant dans sa chambre. Il avait oublié qu'il était resté sur ses jambes 14 heures sans arrêter de travailler. Il mit le réveil à 6 heures et calcula qu'il pourrait, en se réservant 5 heures de sommeil, lire jusqu'à 1 heure. Il enleva ses chaussures pour délasser ses pieds enflés, s'assit à la table devant ses livres, ouvrit Fisk, qui avait commencé 2 jours auparavant, et se mit à lire. Mais dès les premiers mots, il eut de la peine à concentrer son attention, et se mit à les relire. Puis, il se réveilla, courbaturé et glacé par le vent de la montagne qui soufflait par la fenêtre. Il regarda la pendule. Elle marquait 2 heures. Il avait donc dormi 4 heures. Il se déshabilla au galop, s'écroula sur son lit, et s'endormit dès que sa tête eut touché l'oreiller. Le mardi, ils travaillèrent sans arrêt également. La vitesse avec laquelle Martin abattait la besogne faisait l'admiration de Joe. Celui-ci était un vrai bourreau de travail. N'ayant que cette préoccupation en tête, il ne perdait jamais une minute, cherchait sans cesse le moyen de gagner du temps, montrait à Martin la façon d'exécuter en 3 temps ce qu'il accomplissait en 5 ou en 2 ce qu'il faisait en 3. Procédé d'élimination, disait Martin en le recopiant. Il était lui-même un bon travailleur, adroit, rapide. Il avait toujours mis son point d'honneur à ne permettre à quiconque de l'aider ou de le surpasser. Il sauta donc avidement sur les conseils de son camarade et désamidonna Cole et Manchette de façon à ce qu'il ne reste la moindre bulle d'air au repassage. Sa rapidité et son adresse lui valurent des compliments de Joe. Jamais il ne se produisit d'arrêt. Joe n'attendait rien ni personne et bondissait d'une tâche à l'autre. Ils amidonnèrent 200 chemises blanches, cueillant de la main droite d'un seul mouvement circulaire la chemise, de façon à faire tomber les poignets, le col et les plastrons. La main gauche élevait le corps pour le préserver de l'amidon. Puis la main gauche plongeait dans l'amidon brûlant, tellement brûlant qu'il leur fallait continuellement tremper leurs mains dans une cuve d'eau froide pour en détacher la pâte. Et ce soir-là, ils amidonnèrent jusqu'à 10h30 de coquettes et légères fanfreluches de femmes. « Vivement les tropiques et la feuille de vigne, dit Martin en riant. Et moi vivement des rentes, répondit Joe sérieusement. Je connais que ça, le blanchissage. Mais ça, tu le connais à fond. Bah, ce serait vraiment malheureux. J'ai commencé à la Contra Costa à Auckland à 11 ans, au secouage des bas pour le cylindre. Il y a 18 ans de ça, j'ai jamais rien fait d'autre. Mais ce boulot-là est le plus dur que j'ai jamais eu. On devrait avoir un homme de plus au moins. Nous travaillons la nuit de demain. On cylindre toujours les mercredis soirs, l'école et les manchettes. Martin remonta son réveil, s'assit à sa table et ouvrit Fisk. Il ne put finir le premier paragraphe. Les lignes s'enchevêtraient devant ses yeux et sa tête retombait à chaque instant sur sa poitrine. Il marcha de long en large, martela sa tête de grands coups de poing. Tout fut inutile. Il planta le livre devant lui, soutint ses paupières du bout des doigts et s'endormit les yeux grands ouverts. Alors il s'avoua vaincu et se coucha. Un lourd sommeil de brute le terrassa pendant 7 heures, et lorsqu'il en fut brutalement tiré par la sonnerie du réveil, il sentit qu'il n'avait pas assez dormi. « Beaucoup lu » demanda Joe. Martin secoua la tête. « Ça ne fait rien, ce soir on cylindre, mais jeudi nous finirons à 6 heures et tu pourras t'y mettre. » Ce jour-là, Martin lava des lainages à la main dans une grande cuve avec du savon doux, à l'aide d'une machine de fortune dont Joe tirait une grande fierté. « Mon invention !» dit-il orgueilleusement. « Ça remplace la planche, économise les genoux et fait gagner au moins 15 minutes, ce qui n'est pas à dédaigner dans cet enfer. » Le cylindrage des manchettes et des cols était également de l'invention de Joe. Cette nuit-là, pendant leur travail à l'électricité, il le lui expliqua. « Je suis le seul à le faire. Il le faut bien si je veux avoir fini samedi après-midi à 3 heures, mais je connais la manière, c'est ça qui fait toute la différence. Il faut la chaleur voulue, la pression voulue, et puis on les y passe 3 fois. Regarde ça. » Il leva une manchette en l'air. « À la main, on ferait pas mieux. » Le jeudi, Joe entra dans une rage folle. Un ballot d'amidonnage fantaisie supplémentaire était rentré. « Je m'en vais !» hurla-t-il. « J'en ai assez, je m'en vais !» À quoi ça sert de travailler comme un esclave toute la semaine sans perdre une minute pour qu'il vienne me coller un travail de fantaisie par-dessus le marché? Nous sommes dans un pays libre, et je vais aller le dire à ce gros Hollandais ce que je pense de lui. Et je lui enverrai pas dire. Je lui en flanquerai, moi, des fantaisies supplémentaires. On travaille ce soir, dit-il un instant après, résigné à son sort. Et ce soir-là, Martin n'essaya même pas de lutter. De toute la semaine, il n'avait pas lu le journal, et, chose étrange, cela ne lui manquait pas. Les nouvelles ne l'intéressaient plus. Il était trop fatigué, trop abruti pour s'intéresser à quoi que ce soit, bien qu'il projetât, s'il finissait son travail le samedi à 3 heures, de partir pour Auckland à bicyclette. 75 km pour aller, autant pour le retour le dimanche après-midi, ne le préparerait sans doute pas très bien au travail de la semaine suivante. Il aurait été plus pratique de prendre le train, mais le billet coûtait 2,50 $, et il voulait faire des économies.